Accueillir ce soir Chloé. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? Je me suis permis de vous contacter parce que vous avez animé tout récemment une émission qui a passé sur YouTube, hein, entre Jean-Paul et Claude Nicolier, qui étaient à votre gauche et à votre droite, à propos des 30 ans de Hubble. Alors, Chloé, vous pouvez peut-être un petit peu nous dire qui vous êtes, faire un peu plus ample connaissance avec vous? Oui, bien entendu. Tout d'abord, merci de m'inviter. C'est toujours super de pouvoir communiquer avec le public sur l'espace et tout ce domaine-là. Alors moi, à la base, je suis étudiante à l'EPFL en troisième année de bachelor de physique. Et je suis spécialisée dans le domaine du spatial. Quand je dis spécialisée, ça veut dire que dans mon temps libre, j'ai créé une association qui s'appelle Space at Your Service. Et le but, c'est de promouvoir les sciences du spatial. Donc, on fait beaucoup de choses. On organise des événements comme l'événement de Hubble, mais on organise aussi des événements dans les bars à Lausanne, qu'on appelle les Astronomies en Tape Lausanne. On ramène les scientifiques, les ingénieurs et notre unique astronaute pour Oui. boire une bière avec les gens. On a aussi créé une escape game, donc un jeu immersif pour les familles, pour découvrir un peu le monde de la base lunaire future que nous aimerions construire sur la Lune. Et on est aussi les organisateurs d'une mission analogue étudiante, c'est-à-dire qu'on simule une mission spatiale sur la Lune ici en Suisse en mettant des étudiants analogues astronautes en isolation dans les montagnes suisses et pour pouvoir faire des expériences scientifiques, etc. Donc, en étant présente de cette association, je suis investie dans beaucoup de ces projets et c'est fantastique de pouvoir faire tout ceci et de pouvoir promouvoir les sciences du spatial et inspirer la génération future, on espère. Ben oui, surtout que l'EPFL est très actif, hein, dans le domaine du spatial. Il y a différentes associations qui se mettent ensemble. On a aussi deux docteurs en physique qui ont découvert des exoplanètes. L'EPFL, ils veulent construire aussi des télescopes en Afrique, en Australie. Alors vous, concrètement, à l'EPFL, qu'est-ce que vous faites comme études? Est-ce que vous avez suivi les cours de Claude Nicolier qui sont online? Racontez-nous. Alors, donc les études à l'EPFL, ça se déroule, on va dire, en deux temps. On va dire, on a l'époque bachelor qui dure 3 ans. On se spécialise dans un domaine général, les mathématiques, la physique, la génie mécanique. Dans mon cas, c'est la physique. Donc, je vais vraiment apprendre les lois de la nature, d'où vient un peu tout ce qui nous entoure, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et Oui. ensuite, en master, là, on peut se spécialiser dans un domaine. Donc, par exemple, le domaine des technologies du spatial ou ancienne, le professeur Claude Nicolier. Donc moi, j'ai suivi déjà son cours parce qu'il a une version en ligne. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, c'est auditeur libre. N'importe qui peut suivre ce cours. Et je vais le prendre de manière officielle l'année prochaine lorsque je serai en master. Et le but, c'est de créer un peu une dynamique spatiale, de s'occuper des trajectoires, de créer une trajectoire en quittant la Terre, en allant sur orbite. C'est ça? Vous avez déjà fait ça? Oui, alors Claude Nicolier, son cours, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle, il me semble, Space Mission Design and Operations. Donc vraiment, le but, c'est voilà, j'ai un satellite sur Terre, comment est-ce que je le mets en orbite autour de la Terre? Comment est-ce que je veux faire si je veux aller voir Mars ou si je veux aller voir plus loin? Et donc, derrière, c'est de la physique, hein, c'est tout ce qui est orbite, c'est les énergies. Et ben, Claude, comme il a une sacrée expérience, on va dire, dans le domaine de l'astronautique. Il en profite pour mettre deux, trois pincées de son expérience par-ci, par-là. Ça fait toujours plaisir. Et racontez-nous, donc, vous avez organisé justement pour les 30 ans du satellite Hubble, hein. Donc, on dit le satellite Hubble, ça vient déjà du nom de l'astrophysicien qui a découvert l'expansion de l'univers, avec d'ailleurs un prêtre catholique, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un chanoine j'ai oublié le nom maintenant, c'est toujours quand il y a les noms qui doivent sortir, Georges Lemaître. Voilà. Oui, je connais très bien parce qu'il paraît même, enfin, je ne suis pas historienne, mais il paraît même que ça serait plus le maître que Hubble qui aurait découvert l'expansion de l'univers. On ne va pas trop le dire, mais ça montre qu'entre l'Église catholique et la science, des fois, il y a eu un peu un quiproquo qui peut être levé, hein. Mais donc, ce satellite, il a été lancé il y a 30 ans, et puis il était myope. Il était presque un peu, voilà, c'était flou.
Et puis, il y a eu donc ces missions spatiales. Donc, Claude Nicollier est arrivé et a réparé le télescope Hubble. Et puis, il est devenu, un peu après Optique 2000, il voyait net. Alors, racontez-nous comment vous est venue cette idée d'organiser cet événement et comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer? Parce que on voit les images derrière vous, c'est Alors, le satellite Hubble, c'est pour des personnes qui connaissent un peu l'astrophysique ou les astronomes, c'est vraiment le satellite de base. D'ailleurs, si vous allez sur Google Images et que vous tapez galaxie, ce genre de choses, la probabilité que vous tombiez sur une image qui a pris Hubble est pratiquement de 1. Donc, c'est pour nous, c'est fantastique. C'est un objet absolument incroyable. Donc, quand on a appris qu'il fêtait ses 30 ans, on a été contacté, on a pris contact plutôt avec l'Agence spatiale européenne qui proposait d'envoyer des images d'anniversaire de Hubble, d'aider aussi pour organiser cet événement. Et donc, c'est de là que c'est parti. Et puis, en plus, il se trouve que, comme vous le dites, on a un astronaute suisse qui est allé réparer le télescope, ce qui est justement parfait. Et on a aussi le directeur du laboratoire d'astrophysique de l'EPFL, donc Jean-Paul Kneib, qui a travaillé sur Hubble aussi, notamment durant sa thèse. Ce qui fait que c'était super, ça pouvait être une super combinaison pour fêter ses 30 ans. Et donc, on avait prévu de faire deux choses. Un événement sur le campus à l'EPFL, qui a été reporté en ligne, et une exposition à la librairie du Rolex, où on a fait imprimer toutes les, ou pas les plus belles images, parce qu'elles sont toutes belles, mais certaines sélections, on va dire, d'images, pour une exposition qui aura lieu, du coup, le semestre prochain, pendant le semestre d'hiver. Et donc, ce télescope, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de particulier. C'est une machine qui a été construite par l'homme qui fait 13,2 mètres de long. Et ça a pris des années à développer. Et quand ils l'ont envoyé, le télescope voyait flou. Donc, voilà, c'est une anecdote, on va dire, sympathique parce que l'histoire se finit bien. Mais maintenant, il permet de regarder du plus près, on va dire, du système solaire jusqu'à 13,37 milliards d'années dans l'univers. C'est juste fantastique. Hallucinant, hein, ouais. Et puis, vous avez su maintenir le suspense puisque vous nous avez révélé un scoop un peu. Maintenant, ça ne l'est plus parce qu'on peut y avoir accès, mais c'est une image inédite. Une image inédite, exactement. Donc, tous les 5 ans, l'Agence spatiale européenne et la NASA essayent de trouver une image inédite pour fêter l'anniversaire de Hubble. Donc, je peux peut-être vous la montrer ici. Je vais partager mon écran. Alors, normalement, je peux faire ceci avec la vidéo. Je suis pas sûre en fait de pas pouvoir partager mon écran. Vous nous enverrez le lien. Pas grave, j'enverrai le lien, mais pour vous décrire un peu l'image peut-être. En fait, ce qui est fantastique dans cette image, en dehors du fait que ce soit une image vraiment, vraiment très, très belle, c'est que ça montre un objet qui est à la fois très proche et très loin. Quand je dis très proche, c'est parce qu'il fait partie de nos galaxies satellites. Donc nous, on se trouve dans la Voie lactée. Et juste à côté, on a deux petites galaxies qu'on appelle les nuages de Magellan. Donc pour les personnes qui sont dans l'hémisphère sud, c'est assez banal. Mais pour nous, l'hémisphère nord, on n'a pas forcément vu ça. Et c'est une image de nébuleuse dans le grand nuage de Magellan. Des nébuleuses, c'est là où, ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles, c'est là où les étoiles naissent. Donc pouvoir voir une nébuleuse, c'est vraiment voir le début de la vie, le début de nouveaux mondes, ce qui est vraiment beaucoup d'émotions pour n'importe quelle personne sur Terre finalement. Oui. Et donc cette image qui se trouve, on appelle 163 000 années-lumière de nous. Une année-lumière, si vous voulez, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. C'est ça. Sachant que la lumière, c'est la chose la plus rapide qu'on peut avoir sur l'univers à ce jour. Donc c'est vraiment très très loin et pourtant par rapport au reste de l'univers, c'est vraiment très proche de nous. Oui. Donc allez voir cette image et puis vous pourrez voir où sont nées les étoiles, les futures étoiles qu'on pourra voir dans le ciel dans des milliers d'années. C'est extraordinaire, hein. C'est vrai que ça mène. C'est comme j'ai suivi cette émission, je vous en remercie infiniment. Et c'est comme disait aussi notre astronaute Claude Nicollier, il disait c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de science. Parce que Jean-Paul, il donnait justement l'aspect aussi technique, l'aspect. Et dites-nous, ce télescope Hubble, si j'ai bien compris, il perd quand même un tout petit peu d'altitude chaque année.
il était plus ou moins à 557 km ou à 600, et puis il commence un petit peu à baisser. Comment ça se fait qu'il perde un peu d'altitude? On a plutôt l'impression que ça sera un mouvement perpétuel. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre Terre, elle a une atmosphère. Ce qu'on appelle l'atmosphère, quand vous regardez le ciel, vous regardez l'atmosphère terrestre. Mais cette atmosphère, c'est pas tout ou rien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans l'espace et d'un coup, il n'y a plus rien, c'est le vide. Mais ça va diminuer petit à petit. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on met des satellites en orbite autour de la Terre, il y a toujours un peu cette atmosphère résiduelle qui fait que ça va les ralentir. Ah, Donc, le principe d'une orbite, c'est ce qu'on voit souvent avec le coup de feu de Newton, c'est-à-dire si je tire à la, bon, ou on va dire un tir à l'arc, plus je tire fort, plus ma flèche va aller loin. Et il y a un moment, ça va aller tellement loin qu'elle va jamais retomber. Elle va être en chute perpétuelle autour de elle. Mais ce qui fait que si la vitesse ralentit, et ben du coup, je vais avoir tendance à retomber sur Terre. Et donc, c'est ça qui se passe, mais c'est le cas avec beaucoup de choses. La Station spatiale internationale aussi perd un peu d'altitude à cause de cette friction. Et puis, on peut la remonter assez facilement. Elle a des moteurs pour pouvoir la remonter. D'accord. Donc, Hubble va vivre encore quoi, 5 ans, 6 ans? Alors, apparemment, ça, personne ne peut vraiment le prédire, mais ça serait très étonnant qu'on puisse fêter ses 40 ans. Donc, on espère qu'il puisse encore vivre jusqu'à ses 5 ans, 6 ans pour qu'on puisse lancer enfin son successeur, donc le James Webb Telescope, qui pourra remplacer Hubble. Avec tout ce que vous connaissez, ben vous êtes jeune, hein, on voit, vous avez 22 ans, sauf erreur. Oui, 22 ans, oui. Et quand vous clôturez vos émissions passionnantes, vous dites toujours « à bientôt dans l'espace ». Vous rêvez d'aller dans l'espace. Oui, je rêve d'aller dans l'espace. Contrairement à beaucoup de gens, c'est pas un rêve de petite fille. C'est un rêve qui est arrivé bien plus tard, mais depuis que j'étudie la physique et l'astrophysique, j'avoue que ce serait juste fantastique. Ce serait l'apogée d'une carrière dans le spatial, c'est clair. Et là, il y a un petit peu, je dirais, vous vous préparez à ça, vous êtes déjà présélectionné ou ils vous forment un peu? Est-ce que vous êtes déjà à l'ESA? Est-ce que vous avez des... Parce qu'actuellement, il n'y a plus que les Russes qui mettent des personnes sur orbite, si on veut bien. Les États-Unis ne peuvent plus, puisque le programme Navette est terminé. Quels sont vos projets comme ça? Bien sûr que c'est difficile, hein, mais moi je vous le souhaite. Hein, mais vous voyez un petit peu des portes ouvertes là, comme ça? Oui, clairement. Alors, comme vous l'avez dit, en étant européen, il n'y a pas 10 000 façons d'aller dans l'espace. Il faut passer par l'Agence spatiale européenne. Et les sélections actuellement se font plus ou moins tous les 15 ans. Mais ça risque d'évoluer parce qu'il y a de plus en plus besoin d'astronautes, parce qu'on veut retourner sur la Lune, mais aussi parce qu'il y a tout ce niveau privé, toute cette partie privée, on entend souvent parler de SpaceX, qui fait que, voilà, il va peut-être avoir besoin aussi d'astronautes commerciaux bientôt. Vous espérez justement pouvoir en faire partie? Ouais. J'espère, oui. Après, pour être astronaute, il n'y a pas de recette magique non plus. Oui. Et on peut s'entraîner à parler plusieurs langues, il faut rester en bonne forme physique, bonne santé aussi forcément. On peut, en faisant des études d'ingénierie, de physique comme je fais aussi, devenir astronaute, mais on peut aussi faire des études de médecine. Moi personnellement, ce que je fais pour m'entraîner, en dehors d'avoir vraiment une activité sportive assez intense, etc., c'est que en lançant la mission spatiale analogue dont je vous parlais tout à l'heure, on entraîne nos astronautes analogues. Donc, on prépare des entraînements comme s'ils étaient astronautes. Oui. Et un exemple de ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un week-end de formation à Crans-Montana, donc dans les montagnes suisses. On a entendu parler, oui. En organisant de la plongée sous glace et en campant dans la nature pendant 3 jours. Donc, le but, c'était vraiment de faire de la survie et de pouvoir voir comment est-ce qu'on réagissait sous stress. Et ça, j'y ai participé et c'était vraiment incroyable. Une expérience de groupe et humaine aussi qui change un peu notre vision des choses. Ouais, c'est vrai que moi qui m'intéresse aussi un peu au spatial, c'est vrai que je me suis intéressé au début le programme Gemini. Avant, il y avait le programme, comment il s'appelle, je ne sais plus là, mais les premiers aussi dans l'espace. Et il les lâchait justement dans la nature aussi pour apprendre à vivre ensemble. Et on voit que vous appliquez toutes les techniques. Dites-nous, pour se passionner pour le ciel, donc vous avez
des adresses Internet où vous avez votre chaîne YouTube. Vous pourrez nous donner les liens, je pense, hein, ou si vous êtes présente sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Ah oui, bien entendu, avec grand plaisir. Nous, vraiment, comme j'ai dit, le but de notre association, c'est de montrer que le spatial, c'est fait pour tout le monde, finalement. Ça nous concerne tous. Oui. On est tous sur Terre, on est tous les mêmes, finalement, quand on regarde d'assez loin. Et je peux volontiers vous donner toutes les adresses qu'il faut si vous êtes intéressé, même pour faire de l'astronomie en Suisse, là où il faut aller sans souci. Ouais. Parce qu'en cette période de confinement, je pense que c'est bien aussi de se déconfiner un peu et puis de regarder un peu le ciel, de regarder les étoiles. Ça nous permet aussi un peu de prendre un peu du recul, de garder le sens des étoiles, comme on dit, d'avoir un certain détachement. Ouais. C'est venu cette passion pour l'espace. Bien sûr que ce n'est pas un rêve de petite fille, puisque vous êtes étudiante à l'EPFL, quand même, c'est une des meilleures universités quand même aussi au monde, avec l'EPFL de Zurich, hein, qui a eu aussi des brillants étudiants. Comment ça vous est venu comme ça, cette passion? Est-ce qu'on vous sent passionné? Alors, moi personnellement, quand j'étais toute petite, ça m'effrayait énormément l'espace. C'était vraiment le genre de choses, je pense on peut encore y penser, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose de tellement énorme par rapport à nous que ça nous fait finalement assez peur. Et du coup, on n'a pas forcément envie d'y penser. Et plus j'ai grandi, et quand j'ai eu environ 15 ans, le déclic, ça a été une nuit des chercheurs en France, donc je suis française. D'accord. Je suis allée voir des chercheurs qui travaillaient sur la mission de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, la mission Planck, qui a pour but de prendre, disons, la première photo de l'univers. Donc à quoi ressemblait notre univers juste après le Big Bang. Et quand j'entendais les scientifiques parler de ça, je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, il y a tellement de choses qui ne font même pas encore de sens et qu'on ne comprendra sûrement jamais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne me voyais pas faire quelque chose d'autre dans ma vie, que c'était vraiment le sujet qui me passionnait. Ouais. Et donc, depuis que j'ai environ 15 ans, j'ai orienté mes études là-dessus, j'ai orienté mes activités extracurriculaires là-dessus et je ne regrette absolument pas. Comme ça, vous entraînez beaucoup de monde derrière vous. Comme ça, vous êtes une future Thomas Pesquet pour la Suisse, une future... non, vous êtes une future Chloé, voilà. Voilà, comme Claude. C'est nos prénoms se ressemblent. Et Chloé. Eh bien, magnifique. Vous savez ou vous ne savez pas que le Saint-Siège, donc le Vatican, qu'on décrit des fois contre la science à cause du malentendu de l'affaire Galilée avec sa condamnation qui était une erreur historique, hein, comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'ils ont eu des jésuites et ils ont des observatoires aussi au Saint-Siège, hein, au Vatican. Et souvent, ils ont donné aussi sur la Lune des endroits qui portent le nom de chercheurs prêtres jésuites. Et comme on a parlé aussi de Georges Lemaître, c'était très beau aussi de voir qu'il a presque anticipé, il était moins doué pour la communication, Hubble, là, un peu coiffé au poteau. Il était très humble et ce chanoine, c'est lui en premier qu'on doit un peu la paternité de ce mot Big Bang, en fait, parce qu'on se moquait de lui. On lui disait, ah oui, c'est the Big Bang Man. Hein, c'était un peu... Et puis finalement, c'est resté. Et en fait, dans cette Académie pontificale des sciences astronomiques, c'est Galilée qui est le patron. Donc je trouve que c'est un joli petit clin d'œil de voir que Galilée avait été condamné faussement par certains cardinaux. Et puis en fait, maintenant, il est pris comme un chercheur de Dieu, un chercheur de l'espace. Alors on peut le prendre aussi comme... je ne sais pas s'il est saint, mais en tout cas... il a cherché le ciel. Eh bien, merci infiniment de ce moment qui nous a permis aussi de sortir du confinement pour se déconfiner. Enfin, mais si vous devenez astronaute, vous allez être confiné. On va oui. dans un petit, ça fait déjà aussi un entraînement pour vous actuellement. Exactement, on est tous plus ou moins astronautes en ce moment même, sans le savoir. C'est ça. Et dans l'immédiat, c'est quoi vos projets là? Est-ce que vous continuez à faire... vos études via télétravail? Est-ce que vous continuez vos études à l'EPFL? Comment vous vous organisez là présentement? Alors le PFL a vraiment super bien rebondi face à la crise. Tous les cours sont passés en ligne, donc j'ai aucun souci moi pour suivre mes cours à la maison. Après, je suis quelqu'un quand même de privilégié, j'ai un accès à un internet régulier, etc. Donc c'est tout à fait génial. Après, mes examens ont été repoussés en août. Normalement, ils sont censés être en mi-juin.
Du coup, là, j'ai une petite période de pause que je vais utiliser, bon, forcément pour réviser, mais aussi pour pouvoir organiser plusieurs événements. On travaille aussi avec une école pour essayer d'intégrer un peu plus de cursus spatial pour les plus jeunes, etc. Donc, j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille depuis la maison et on espère que la situation nous permettra de tous nous retrouver bientôt. Super, hein. Dernière petite chose, la belle image que vous avez derrière vous, là, qui fait, c'est justement cette image des 30 ans pour Hubble ou c'est encore une autre image de Hubble? À vrai dire, c'est une autre image. C'est l'image des 25 ans. Mais c'est vrai que vous venez de me donner une idée parce que je crois que je peux changer mon image de fond d'écran Ben, moi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Alors ouais, en même temps, mais peut-être pas. peut-être Bon, pas. je vais pas essayer de tout casser quand même. Mais Magnifique. c'est les 25 ans, mais pareil, on voit aussi une nébuleuse juste ici. Nébuleuse, hein. Ce qui est bleu, il semblerait que ça soit l'oxygène et ce qui est rouge, c'est l'hydrogène. Oui, oui, plus ou moins, on va dire. Ouais, c'est ça. J'ai quand même écouté Jean-Paul. Eh bien, écoutez, moi, je vais prier pour que vous puissiez aller dans l'espace. Ça serait extraordinaire d'avoir une astronaute suisse. Je suis sûr que Claude Nicolier souhaite aussi que vous puissiez marcher sur ses traces. Peut-être aller réparer comment il s'appelle, le successeur de Hubble? James Webb s'appelle. James Webb. Et ça serait quel système qui va le lancer? Alors, il me semble que c'est une Ariane, donc c'est une fusée européenne. Fusée européenne. Mais malheureusement, pour aller le réparer, ça va être très compliqué parce qu'il ne sera pas du tout localisé autour de la Terre. Enfin, il sera beaucoup plus loin sur un des points de Lagrange, ce qu'on appelle. Et là, pour aller le réparer, ça ne va pas être le même type de mission. On aura une solution d'ici là. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait rêver. C'est vrai qu'on est fait pour le ciel. Et merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup. Tout de bon. Bonne soirée. Merci.